En plein service de réanimation, mon mari m'a ordonné de signer les papiers du divorce, me qualifiant de fardeau. Il voulait une femme parfaite. J'ai signé. Il ne savait pas que mon nom sur ce papier signerait le début de sa propre fin. La chambre était trop blanche, la lumière crue, l'air lourd de l'odeur de désinfectant. Les draps étaient tendus si fort qu'on aurait dit que l'hôpital voulait cacher tout signe de faiblesse. Le moniteur à côté de moi gardait un rythme agaçant. Bip, bip, bip. Le son le plus cher et le plus froid qui existe. Ma jambe droite était immobilisée. Le médecin jurait que je remarcherais avec du temps et de la rééducation. Le temps était tout ce que j'avais. Ce que je n'avais pas, c'était de la patience pour l'humiliation. J'ai entendu des pas précipités dans le couloir avant que la porte ne s'ouvre. Les pas de quelqu'un qui ne vient pas par amour, mais pour terminer un travail. Il est entré le premier, sans vraiment me regarder, une simple enveloppe Kraft à la main. Derrière lui, ma belle-mère est apparue, l'air complètement perdu. Elle serrait son sac à main et évitait mon regard. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne disait rien. Mon mari a tiré une chaise dans un grincement aigu, jetant l'enveloppe sur la table de chevet. Le stylo était attaché par une ficelle, comme si même lui était prisonnier. Il a ouvert l'enveloppe lentement. La demande était déjà préparée. Nom, numéro de sécurité sociale, date, le tout aligné à la perfection. Sa signature en bas était tordue, nerveuse. J'y ai reconnu la hâte. Signe. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Il s'est penché tout près de mon visage, comme si j'étais sourde. Je veux une femme parfaite, pas un fardeau en fauteuil roulant. Un fardeau. Ce mot ne m'a pas blessé. Il n'a fait que confirmer quelque chose. Et quand quelque chose est confirmé, cela devient une décision. Ma belle-mère s'est doucement raclé la gorge. Ses yeux disaient que c'était mal, mais son corps montrait qu'elle ne l'en empêcherait pas. J'avais appris très tôt que dans sa famille, le silence était une forme d'adoration. Et les frais, ai-je demandé, la voix stable. Il a laissé échapper un rire bref et sans joie. Paye tes propres factures d'hôpital. Je l'ai fixé une seconde, non pas pour demander une explication, mais pour graver la scène exactement telle qu'elle était, car je savais au fond de moi que j'aurais besoin de m'en souvenir avec une clarté absolue. Il a croisé les bras, attendant mon désespoir. Je ne le lui ai pas donné. J'ai regardé le papier comme n'importe quel autre contrat. Il me pensait faible. Il pensait que j'allais supplier. Il pensait que j'avais perdu la tête. Mais je me suis souvenu d'une chose très simple. En France, un morceau de papier vaut plus qu'une promesse. Et une signature vaut plus qu'un discours. Je me suis souvenu de l'office notarial près de l'hôtel de ville de Lyon. 3 ans plus tôt, j'y étais pour faire authentifier ma signature sur un contrat majeur pour mon entreprise. Le notaire avait demandé ma pièce d'identité, tamponné le document et conservé une copie de ma signature. J'en étais reparti avec une certitude, une signature est une identité. Ce jour-là, mon mari avait ri dans la voiture, tu prends ces choses trop au sérieux. Je les prenais au sérieux, et c'est pour cela que j'avais bâti tout ce qu'il venait de tenter de m'arracher. Dans l'unité de soins intensifs, j'ai tenu le stylo d'une main marquée par les aiguilles de perfusion. Ma belle-mère a retenu son souffle. Mon mari restait immobile, attendant le spectacle d'une femme brisée. J'ai signé immédiatement, sans un tremblement, sans larmes, sans demander plus de temps. J'ai écrit mon nom légal complet exactement tel qu'il apparaissait sur mes documents officiels et sur les contrats de l'entreprise, le genre de signature qu'un notaire reconnaît sans hésiter. Quand j'ai eu fini, je lui ai rendu le stylo en le regardant dans les yeux. C'est fait, ai-je dit. Il a cligné des yeux, surpris que je n'ai pas fait de scène. Puis son sourire est apparu. Un sourire de victoire facile. Parfait. Il a pris le papier comme s'il se libérait d'un poids. C'est mieux pour nous deux ainsi. Je n'ai pas répondu. Ma belle-mère a fini par prononcer une phrase courte et essoufflée. Tu vas guérir. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Je l'ai juste regardé et j'ai laissé le silence répondre. Mon mari s'est levé, a ajusté sa chemise et s'est dirigé vers la porte.
Quand il l'a ouverte, j'ai revu cette précipitation. La hâte de quelqu'un qui court vers une autre vie, une autre femme, un autre rêve bon marché. Il est parti. Ma belle-mère l'a suivi juste derrière, à pas plus court, comme quelqu'un qui porte une culpabilité dont elle ne sait pas comment se débarrasser. Quand la porte s'est refermée, la chambre a semblé plus grande. Le bip du moniteur est devenu plus aigu. Une gorge serrée m'a prise un instant, non par amour, mais par mémoire. Je me suis souvenu de qui j'avais été dans cette maison. J'étais la femme qui avait payé l'apport pour notre appartement quand son entreprise avait fait faillite. J'étais la femme qui lui tenait la main aux funérailles de son père. J'étais la femme qui achetait les médicaments de sa mère lorsque sa mutuelle avait expiré. J'étais la femme qui supportait ses plaisanteries lors des barbecues pour préserver la paix, et j'étais pourtant devenue un fardeau. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. La voix de ma voisine Carole m'est revenue en tête. Carole avait près de 60 ans et parlait avec un mélange d'affection et de vérité. Ma chérie, si un homme veut partir, laisse-le s'en aller, mais ne le laisse pas emporter ta dignité avec lui. J'ai appuyé sur la sonnette. Une infirmière est entrée, jeune et fatiguée, avec des cernes sous les yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait masquer. Tout va bien, madame? Tout va bien, ai-je répondu d'une voix qui sonnait trop calme. J'ai besoin de parler à la direction de l'hôpital tout de suite, et j'ai besoin de mon téléphone portable. Elle a hésité, mais elle me l'a apporté. Quand l'appareil a atterri dans ma main, j'ai senti son poids, comme si je tenais une clé. J'ai ouvert mes contacts et j'ai cherché un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Isabelle, mon avocate. J'ai composé son numéro. Quand elle a décroché, je ne me suis pas effondrée. J'ai simplement dit, Isabelle, il m'a apporté les papiers du divorce aux soins intensifs. Et je les ai signés comme il le fallait. Un court silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis sa voix est devenue basse et ferme, alors il vient de t'offrir précisément ce qu'il tournait en ridicule. J'ai regardé la porte close et j'ai imaginé mon mari s'éloigner d'ici comme s'il avait gagné. Et j'ai souri, d'un petit sourire froid. Je veux qu'il comprenne, ai-je dit lentement, que mon nom sur ce papier n'est pas la fin du mariage. C'est le début du règlement de compte. J'ai raccroché. Dans un hôpital, tout est enregistré. L'heure, le nom, les témoins, le document, la signature. Et dans cette enveloppe, à côté de mon nom, figurait son nom légal complet. Le nom qu'il utilise pour ouvrir des comptes, signer des contrats, paraître respectable. Le nom qui allait maintenant servir à prouver qui il est vraiment. Je n'étais pas brisée. J'étais en train de me réveiller. Et il n'avait aucune idée de ce que je tenais déjà entre mes mains. Mon nom sur ce papier était la première pièce du puzzle. Il pensait que la douleur ne resterait que dans ma jambe, mais elle avait changé de direction. Elle était dans ma gorge, dans cet espace entre « je t'ai aimé » et « tu m'as méprisé ». Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le même moniteur qui bipait et un poids étrange sur la poitrine. Ce n'était pas de l'essoufflement. C'était de la honte. La honte de me rappeler chaque fois où je m'avais rendue plus petite pour m'adapter à ce mariage. L'infirmière est entrée tôt, a légèrement ouvert les stores, et la lumière de Lyon a inondé la pièce comme si le monde extérieur n'avait pas été bouleversé par ma vie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » a-t-elle demandé en ajustant la perfusion. « Je vais bien » ai-je répondu. C'était un mensonge, mais un mensonge qui me permettait de tenir debout. Elle a pris des notes, a ajusté le lit et est partie. Je suis restée à fixer le plafond un moment, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait abandonner une personne dans l'endroit le plus vulnérable qui soit. Les soins intensifs ne sont pas qu'un service d'hôpital. C'est une scène, un lieu où chaque phrase devient un verdict, et mon mari a choisi de parler comme un bourreau. Je pouvais encore goûter à l'amertume de ce mot, fardeau. Le plus humiliant était qu'il l'avait dit avec le détachement de quelqu'un qui dit « passe-moi le sel ». Comme si je n'étais vraiment qu'un problème logistique, une chose cassée. J'ai tourné la tête pour regarder ma jambe immobilisée. La peau était pâle. L'attelle orthopédique semblait énorme. Je me souvenais de la nuit de l'accident par flash. Un phare aveuglant, un frein qui ne répondait pas, le bruit sec de l'impact,
puis un vide rempli de voix. Et me voilà maintenant, la jambe coincée et un mariage enterré avant même que je ne me réveille. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Numéro inconnu. J'ai répondu. Madame Sophie Mercier? La voix était professionnelle, sèche. Je vous appelle du service administratif. Nous devons discuter de votre mutuelle santé. J'ai serré le téléphone. Je vous écoute. Il semble y avoir une anomalie dans votre couverture. L'adhérent principal a modifié les garanties il y a 2 semaines. Certaines procédures nécessitent désormais une autorisation préalable. J'ai senti mon estomac se nouer. L'adhérent principal. Le contrat d'assurance était à son nom. Je l'avais laissé ainsi par commodité, par confiance, parce que c'était plus simple quand il s'en occupait. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez de petites clés sans vous en rendre compte, jusqu'au jour où il vous enferme dehors. Qui a fait cette modification, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il y a eu une mise à jour via l'application avec un mot de passe et une confirmation. Elle a été demandée par monsieur Étienne Mercier. Étienne, mon mari. Je n'ai pas répondu tout de suite, prenant simplement une inspiration pour que ma voix ne tremble pas. Et qu'est-ce que cela signifie maintenant, ai-je demandé. Cela signifie que tant que la situation n'est pas régularisée, certains frais seront à la charge de la patiente. L'appel s'est terminé par la femme disant qu'elle m'enverrait un email. Je l'ai remerciée comme s'il s'agissait d'un simple problème bureaucratique. J'ai raccroché et suis restée assise en silence pendant 1 minute, le regard vide. Il ne voulait pas seulement partir. Il voulait que je paye pour le privilège d'être en vie. J'ai fermé les yeux et un souvenir est revenu comme un coup de poignard feutré. Notre première année de mariage, il rentrait à la maison et m'enlaçait par derrière pendant que je préparais le café. « Tu es ma paix », disait-il. Je le croyais. La 2e année, quand son entreprise a commencé à péricliter, je ne me suis pas plainte. J'ai couvert les dépenses, fait des tableurs, réduit les dépenses superflues, arrêté de voyager. J'ai vendu une voiture pour maintenir son entreprise à flot. Je l'entendais pleurer sous la douche en pensant que je ne le savais pas, et je suis restée parce que je pensais que c'était cela, le mariage, se soutenir mutuellement. Maintenant, aux soins intensifs, je découvrais que pour lui, le mariage était une question de commodité, pas d'association. Quand la commodité s'était évanouie, j'étais devenue jetable. Ma poitrine s'est serrée, non pas de nostalgie, mais d'indignation. Je ne voulais pas remonter le temps. Je voulais seulement l'avoir vu plus tôt. La porte de la chambre s'est ouverte et j'ai vu Carole entrer avec un cabas de course et l'expression de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour ne pas être effrayé par la tragédie. Elle s'est approchée lentement, sans bruit, a posé le sac sur la chaise et est venue vers moi. « Bonjour, ma chérie. »« Bonjour », ai-je répondu, et j'ai senti ma voix se briser. Carole m'a pris doucement la main, comme si elle tenait quelque chose de précieux. J'ai appris, a-t-elle dit sans me demander ce que cet homme avait fait. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais trop forte, mais parce que j'étais vide à l'intérieur, d'une sécheresse qui ne survient que lorsque quelque chose meurt. Carole a ouvert le sac. À l'intérieur se trouvait une bouteille d'eau de coco, une tasse neuve, des biscuits et un thermos de bouillon maison. Je t'ai apporté de la vraie nourriture. Faite maison. L'hôpital laisse un goût métallique dans la bouche. J'ai failli rire. Presque. C'était un mince sourire. Merci. Elle s'est assise et m'a regardé comme il fallait, pas comme une infirmière, pas comme une visiteuse curieuse venue pour les commérages. Elle m'a regardé comme une mère. Sophie, regarde-moi. Elle m'a serré la main. Tu n'as rien fait de mal. J'ai signé, ai-je dit doucement. J'ai quand même signé, Carole. Elle n'a même pas scié. Tu as signé parce qu'il t'a acculée et parce que tu es intelligente. Tu n'allais pas lui offrir une scène qu'il aurait pu utiliser contre toi, n'est-ce pas? J'ai déglouti péniblement. Il a touché à ma mutuelle, ai-je dit. Je viens de la prendre. Carole a fait une grimace de dégoût. Lâche. C'est ce que font les hommes faibles.
Elle a pris une profonde inspiration et a baissé la voix comme pour confier un secret. Je l'ai vu, tu sais, a-t-elle dit. Tout mon corps s'est mis en alerte. Pendant que tu étais ici, il est revenu à l'immeuble 2 soirs de suite. Et il n'était pas seul. Je n'ai pas demandé avec qui. Je pouvais déjà l'imaginer. Une jeune femme, a poursuivi Carole, jolie, ongles parfaits, sac de marque. Elle est entrée en riant aux éclats comme si l'endroit lui appartenait. L'image s'est gravée dans mon esprit. Ce n'était pas de la jalousie. C'était l'insulte, parce que j'étais encore à l'hôpital. J'étais encore coincée dans un lit et il introduisait quelqu'un d'autre dans ma vie comme si je n'existais plus. Il a dit au gardien que c'était une amie, a dit Carole, mais il la tenait par la taille. Je ne suis pas stupide. J'ai fermé les yeux une seconde. C'est là que la douleur est apparue. Parce que peu importait à quel point j'étais rationnelle, j'étais une épouse. J'étais une femme. J'avais des projets. J'imaginais un avenir. Et cet avenir avait été occupé par une inconnue comme si j'étais un vieux meuble. Sophie, a dit Carole en prenant mon visage dans ses mains avec tendresse, pleurer ne te rend pas plus faible. Mais tu ne peux pas pleurer devant lui. Non. J'ai ouvert les yeux. Je ne vais pas pleurer, ai-je dit. Et j'ai réalisé que c'était vrai. J'avais dépassé le stade des larmes. J'en étais au stade de la décision. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de mon mari. 3 mots seulement, on doit parler. J'ai ri. Un rire silencieux. Il m'avait jeté de sa vie aux soins intensifs, et maintenant il voulait parler. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu qu'un virement avait été programmé depuis le compte principal de mon entreprise. Un petit montant, fractionné, presque discret, le genre de somme que personne ne remarque au milieu du chaos. Mais je l'ai remarqué. J'ai balayé l'écran et j'en ai vu 2 autres, puis encore un. Des virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur est devenu anormalement calme. Le même homme qui m'avait traité de fardeau utilisait mon entreprise comme son distributeur personnel. J'ai rappelé Isabelle. Elle a décroché rapidement. Je savais que tu rappellerais. Il a saboté ma mutuelle, ai-je dit, et il y a des virements programmés depuis le compte de l'entreprise. Isabelle a pris une profonde inspiration. Il essaie de vider ce qu'il pense lui appartenir. Mais ce n'est pas le sien, ai-je dit. Non, a-t-elle confirmé. Ça ne l'est pas. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé, probablement dans un appartement loué, trinquant avec quelqu'un, persuadé d'avoir gagné. J'ai dit lentement, je veux que tu m'expliques quelque chose de simple, Isabelle. Sans jargon juridique, comme si tu l'expliquais à Carole. Isabelle a laissé échapper un petit rire. D'accord, voilà le topo. Il a cru te piéger alors que tu étais faible, mais tu as signé de la bonne manière, avec ton nom légal complet et en toute possession de tes moyens. Cela détruit sa version selon laquelle tu étais incapable. De plus, le fait qu'il t'ait fait signer à ce moment précis aide à prouver son intention, sa hâte, sa cruauté. Et le nom, ai-je demandé. Son nom légal complet sur le papier est l'encre. C'est la personne réelle. Identité, signature, date. Il ne pourra pas prétendre plus tard que ce n'était pas lui. C'est comme si c'était certifié. Le bon nom, la bonne personne, la bonne responsabilité. J'ai esquissé un petit sourire froid. Alors je vais lui faire sentir. Sentir quoi, a demandé Isabelle. Que je ne suis pas un fardeau. J'ai raccroché et j'ai regardé Carole. Elle a compris rien qu'à mon expression. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? J'ai répondu de la manière la plus simple, je vais arrêter d'être la gentille. Carole a hoché la tête comme si c'était la bénédiction dont j'avais besoin. Alors fais le bien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé la kinésithérapeute. Quand elle est entrée, j'ai demandé la barre d'appui et j'ai essayé de me mettre debout. La douleur a jailli comme un feu. Mes mains tremblaient. J'ai failli tomber. Et j'ai entendu ma propre voix, basse, ferme, sortant du milieu de cet effort, je vais remarcher.
La thérapeute m'a soutenu doucement, un pas après l'autre. J'ai fait un pas. Et dans ce pas, j'ai senti que ce n'était pas seulement mon corps qui revenait. C'était ma vie. Hors de l'hôpital, mon mari me pensait prise au piège. Mais j'avais déjà commencé à avancer. Et quand je sortirais, j'allais lui claquer la porte au nez sans crier, sans supplier, juste avec des faits. Et il n'avait même pas compris que l'enveloppe qu'il avait jetée sur mon lit n'était pas la fin. C'était le reçu de son erreur. J'ai toujours pensé que la vengeance consistait à crier, casser des assiettes, humilier publiquement, faire un scandale en pleine rue. Écrire des lettres furieuses. Mais Isabelle m'a appris une chose que je n'oublierai jamais. En France, la vengeance la plus coûteuse est la plus silencieuse, car elle s'accompagne d'un tampon, d'un numéro de dossier, d'une date et d'une heure, et personne ne peut l'effacer. À la fin de cet après-midi-là, j'avais pris 2 décisions. Premièrement, je ne me disputerai plus jamais avec lui par SMS. Deuxièmement, j'allais quitter cet hôpital avec quelque chose sur quoi il n'avait jamais eu le moindre contrôle. La kinésithérapeute est revenue après le déjeuner. Elle a ajusté la sangle de maintien autour de ma taille et a placé la béquille du bon côté. Aujourd'hui, nous allons rester debout plus longtemps, a-t-elle dit. J'ai pris une grande inspiration. Le sol semblait si loin, comme si j'essayais de descendre d'un immeuble sans escalier. Quand je me suis levée, la douleur a surgi comme une décharge électrique brûlante. Ma vue s'est troublée une seconde. J'ai senti une sueur froide dans mon dos. Doucement, a-t-elle dit fermement. Vous pouvez le faire. J'ai posé mes mains sur la barre et j'ai retenu mon souffle. Dans ce moment, j'ai pensé à mon mari qui riait. Paye tes propres factures d'hôpital. J'ai pensé à lui qualifiant mon corps blessé de fardeau. Et quelque chose en moi s'est calmé. Pas un calme triste, mais silencieux, comme un interrupteur qu'on éteint, désactivant la part fragile. J'ai fait un autre pas. Et quand je me suis rassise, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti une direction. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon conseiller bancaire. Je ne me souvenais pas lui avoir écrit jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais activé quelque chose des mois auparavant. Une procuration que j'avais signée à l'étude notariale pour gérer les affaires du compte de l'entreprise quand je voyageais. Ce n'était rien de juridiquement complexe. C'était juste le genre de paperasse qu'un chef d'entreprise préinte pour que sa vie ne s'arrête pas. Je l'avais oublié. Mon mari aussi. Sophie, je vois des mouvements programmés ici. Voulez-vous que je les bloque ? J'ai fermé les yeux lentement. C'était le premier effet du nom sur le papier. Parce que lorsque vous signez correctement, lorsque vous prouvez que vous êtes lucide, vous redevenez propriétaire de votre histoire et les gens vous prennent au sérieux. J'ai répondu, bloqué tout aujourd'hui. Puis j'ai appelé Philippe, mon comptable, un homme de près de 50 ans, calme, qui parlait toujours d'une voix basse comme s'il était en réunion avec Dieu. Philippe, ai-je dit, j'ai besoin que tu regardes tous les virements programmés immédiatement. Il n'a même pas demandé pourquoi. Il a juste dit, j'ouvre le dossier. Pendant qu'il analysait la situation, j'ai ouvert l'email de la mutuelle santé et j'ai regardé l'historique. Changement de contact, changement d'autorisation, changement d'adresse de facturation. Tout avait été fait en 2 semaines alors que je travaillais, alors que je pensais que mon mariage était normal. Carole était à côté de moi avec une tasse de café et une expression sur le visage qui disait qu'elle aurait bien voulu frapper quelqu'un avec la tasse elle-même. Il a fait ça parce qu'il pensait que tu te tairais, a-t-elle dit. Il a fait ça parce qu'il pensait que j'allais mourir, ai-je corrigé sans émotion. Carole m'a regardé, la bouche bée. Et parce qu'il pensait que j'aurais trop honte pour me défendre, ai-je continué d'une voix basse. Isabelle m'a appelé à ce moment précis. J'ai répondu. Sophie, j'ai déjà demandé un gel conservatoire du compte de l'entreprise. La banque va t'appeler pour confirmer. Ils l'ont déjà fait, ai-je répondu. Parfait. Sa voix s'est faite plus ferme. Maintenant, il te faut quelque chose de simple, la preuve de son intention. Tu as déjà le papier des soins intensifs, l'historique de la mutuelle et les virements. J'ai regardé par la fenêtre. Et comment puis-je le pousser à s'incriminer lui-même, ai-je demandé.
Isabelle n'a pas hésité. Fais-le parler. J'ai souri froidement. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai demandé, et si je lui proposais de prendre un café? Bonne idée, a approuvé Isabelle. Un endroit public mais discret. Pas de cris. Il se sentira en contrôle et il parlera trop. Et que dois-je faire, ai-je demandé. Tu te contentes d'écouter, a soufflé Isabelle. Tu as le visage de quelqu'un qui écoute et qui se souvient. J'ai raccroché et j'ai regardé Carole. Je vais le voir. Carole a failli sursauter de sa chaise. Tu n'y vas pas seule. Non, ai-je dit, mais il n'a pas besoin de le savoir. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul SMS à mon mari, un message qui semblait innocent, d'accord, demain à 17h au café du centre. Il a répondu en moins d'une minute, parfait. Il avait toujours adoré ce mot, comme si la vie était un joli filtre et qu'il lui fallait une épouse décorative à ses côtés. Le lendemain, j'étais dans une chambre normale, souffrant toujours, luttant toujours, mais avec une clarté redoutable. Je me suis préparée, non pas comme une malade, mais comme une femme qui ne s'excuse pas d'exister. Cheveux tirés en arrière, maquillage léger, un rouge à lèvres discret, un chemisier dans un beau tissu, car je savais que les hommes comme lui prennent peur lorsque la femme qu'ils ont jetée réapparaît en ayant l'air forte. La kinésithérapeute m'a aidé à m'installer dans le fauteuil roulant. Vous êtes sûr de vouloir sortir, a-t-elle demandé. Je suis sûre, ai-je répondu. Aujourd'hui, j'ai besoin de marcher à l'intérieur. Carole m'a accompagnée jusqu'à l'entrée. Elle n'est pas entrée dans le café. Elle est restée dehors, près de la voiture, comme une ombre protectrice. Le café du centre était à la fois ancien et élégant. Des petites tables, des carreaux anciens, des gens qui parlaient à voix basse, un endroit où personne ne fait de scène parce que chacun s'efforce d'y avoir de la classe. Mon mari était déjà là. Chemise bien repassée, montre de luxe, parfum fort. Il s'est levé en me voyant et a feint l'inquiétude. Tu devrais te reposer, a-t-il dit comme s'il avait encore une autorité sur moi. J'ai souri calmement. Je me repose. Il a regardé le fauteuil roulant avec cette expression qui m'avait dégoûté dès le début. Ce n'était pas de la pitié, c'était du dégoût. Il s'est rassis et a commandé un expresso. J'ai commandé de l'eau. Il a ri légèrement. Toujours aussi contrôlé, n'est-ce pas? Même avec ton café. Je l'ai regardé comme si j'observais un enfant. Dis ce que tu as à dire, ai-je dit, à l'endroit au but. Il a été surpris que je brise la comédie, alors il est allé droit au but, car les hommes comme lui le font toujours. Je veux régler ça rapidement. Pas de drame, tu as signé, alors chacun suit son chemin. Bien sûr, ai-je répondu. Il s'est un peu détendu, et quand il se détend, il parle trop. Pas besoin d'impliquer des avocats, a-t-il dit. On partage simplement ce qui peut être partagé et c'est tout. J'ai gardé une voix stable. Qu'est-ce qui peut être partagé, ai-je demandé. Il a souri. Un sourire de quelqu'un qui pense être généreux. L'entreprise, par exemple. J'ai senti l'air dans ma poitrine se glacer, mais mon expression n'a pas changé. L'entreprise, ai-je répété. Oui. Il a tripoté son téléphone comme si c'était une évidence. J'ai aidé. J'étais à tes côtés. J'ai légèrement penché la tête. Tu étais à mes côtés quand cela t'arrangeait, ai-je dit. Il a plissé les yeux. Sophie, ne fais pas ça. Sa voix s'est durcie. Tu sais que je mérite une part. C'était sa vérité, elle l'avait toujours été. Ce n'était pas de l'amour. C'était un pourcentage. J'ai posé mes doigts sur le verre d'eau. Oui, tu la mérites, ai-je dit doucement. Tu mérites exactement ce que tu as construit. Il a souri à nouveau, pensant que j'avais cédé. Parfait, alors. Tu vois qu'on peut être rationnel. Il s'est penché en avant. Écoute, je sais que j'ai été dur aux soins intensifs, mais comprends-moi. Je suis jeune. J'ai besoin de vivre. Tu ne seras plus la même personne qu'avant. J'ai écouté cela comme si c'était de la pluie. Et intérieurement,
je l'ai remercié, car chaque phrase qu'il prononçait était une brique de plus pour mes fondations. Je l'ai regardé en face et lui ai demandé comme par curiosité, « Tu as modifié ma mutuelle santé ?» Il a cligné des yeux. Pendant une milliseconde, son contrôle s'est fissuré. Quelle assurance? J'ai souri. La mienne. Celle pour l'hôpital. La couverture a été modifiée. Les autorisations ont été modifiées. Le contact a été modifié. C'est une coïncidence intéressante. Il a esquissé un court sourire forcé. Oh, ce doit être une erreur informatique. Je n'ai pas discuté. J'ai juste posé une dernière question, sur le même ton calme, et les virements depuis le compte de l'entreprise? Cette fois, il est devenu sérieux. Quoi, les virements? Les virements programmés? J'ai fait une pause. Vers un compte que je ne reconnais pas. Il a ouvert la bouche puis l'a refermée. Et il a fait ce que font tous les coupables, il a attaqué. Tu m'accuses de vol? J'ai pris une grande inspiration. Je te pose la question, ai-je dit. C'est toi qui réponds comme un homme coupable. Son visage s'est durci. Tu es paranoïaque. J'ai hoché la tête comme si j'approuvais. Peut-être. J'ai regardé son café encore chaud. Ou peut-être que ce ne sont que des mathématiques. Il a commencé à se lever de sa chaise, irrité, mais s'est retenu à cause du lieu. Sophie, tu penses vraiment avoir la force de m'affronter en ce moment, dans ton état? Mon état? Il n'a même pas eu besoin de prononcer à nouveau le mot fauteuil roulant. Il l'a désigné du regard. Je suis restée silencieuse une seconde. Puis j'ai fait la seule chose qu'il n'attendait pas, j'ai ri doucement, non pas de joie, mais de mépris. Je l'ai regardé et lui ai dit la phrase la plus simple du monde, « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, Étienne ?» Il a froncé les sourcils. Comprendre quoi? Je me suis approchée assez près pour qu'il m'entende sans que personne d'autre ne puisse écouter, j'ai signé aux soins intensifs de la bonne manière. J'ai souri froidement. Et tu m'as laissé ton nom légal complet sur ce papier. Il est devenu blême, et à cet instant, j'ai vu la peur, car il a réalisé que je n'étais pas là pour m'excuser. J'étais là pour prendre des notes. Il a déglouti péniblement. Sophie, a-t-il commencé. J'ai levé la main pour lui couper la parole. Maintenant, c'est mon tour. J'ai fait signe au serveur, j'ai payé mon eau et j'ai demandé de l'aide pour partir. En passant à côté de lui, j'ai dit sans le regarder, « Tu voulais une femme parfaite. Apprends maintenant à faire face à une femme lucide. » Je suis sortie du café avec une étrange sensation de légèreté. Dehors, Carole m'attendait avec un regard soutenu. Alors, a-t-elle demandé. J'ai répondu avec un calme qui me paraissait terrifiant, même à moi, il a dit tout ce que j'avais besoin qu'il dise. Et à ce moment précis, mon conseiller bancaire m'a envoyé un SMS, tous les mouvements sont bloqués en attente de vos instructions. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti le premier vrai goût de la justice. Ce n'était pas doux. C'était propre. Et ce n'était que le début. Je n'ai pas célébré. Je ne lui ai pas envoyé de message provoquant. Je ne suis pas rentrée chez moi pour savourer ma victoire comme s'il s'agissait d'un jeu. Parce que quand on a plus de 30 ans et qu'on a déjà porté une famille sur son dos, on ne confond pas la justice avec l'euphorie. J'ai juste respiré et j'ai avancé. Dans la voiture, Carole a calmement bouclé sa ceinture et m'a regardé avant de démarrer. Ça va? Je suis éveillée, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Nous sommes retournés à l'hôpital en silence, et en chemin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Étienne. Étienne. Encore Étienne. Insistant, comme si ma vie était encore une porte à laquelle il pouvait frapper jusqu'à ce que quelqu'un ouvre. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert l'application bancaire une dernière fois juste pour confirmer. Tout était gelé. Pas un seul centime ne bougeait. Pas de manœuvre invisible. Quelque chose de simple et, pour lui, d'un contrôle cruel. Quand je suis arrivée dans ma chambre, Isabelle m'avait déjà laissé un message vocal, « Sophie. » Il a mordu à l'hameçon. Maintenant,
Nous allons faire ce qui oblige un lâche à arrêter de jouer. Nous allons tout mettre en lumière. Pas de scandale, juste des faits. Et tu as besoin d'un témoin moral dans cette histoire. Je savais ce qu'elle voulait dire. Ma belle-mère. Hélène n'était pas seulement sa mère. Elle était le symbole. Elle vivait pour les apparences, pour la réputation, pour dire de belles choses devant les autres, pour aller à l'église le dimanche et cracher un venin silencieux durant la semaine. Et pourtant, je savais qu'elle avait un point faible, la fierté d'avoir élevé un homme bon. L'ironie était que cette fierté allait maintenant devenir un couteau. J'ai passé un appel vidéo à Isabelle à ce moment-là. Elle est apparue, les cheveux attachés, portant ses lunettes et avec ce regard de quelqu'un qui a vu beaucoup de gens aisés pleurer dans une salle d'audience. Je ne veux pas le détruire, ai-je dit. L'expression d'Isabelle n'a pas changé. Je savoir que tu veux la justice. La destruction, c'est ce qu'il a fait aux soins intensifs. J'ai serré le drap dans ma main. Je veux qu'il le sente, ai-je dit. Mais je ne veux pas devenir le genre de personne qui l'attend. Alors tu vas faire ce qui lui fera le plus mal. Tu vas jouer franc jeu, a-t-elle répondu. Et tu vas le laisser se salir tout seul. J'ai inspiré lentement. Comment faire pour que Hélène voie la réalité, ai-je demandé. Isabelle a été directe, tu ne la convaincs pas avec des émotions. Tu la convaincs avec de la honte. Ce soir-là, j'ai demandé à l'infirmière de m'aider à me doucher. C'était une douche lente, douloureuse, mais nécessaire. J'avais besoin de sentir à nouveau ma peau comme m'appartenant. Ensuite, j'ai mis une tenue simple mais élégante. Pas de luxe, juste de la prestance. Carole m'a brossé les cheveux avec une douceur qui faisait plus mal que ma jambe. Tu ressembles à ta mère, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas ouvrir de porte aux larmes. Isabelle est arrivée à l'hôpital pour venir me chercher, et ensemble nous sommes allés chez Hélène. Elle vivait dans un quartier ancien et huppé de Lyon, avec des rues arborées, un gardien qui s'adresse à tout le monde par son nom de famille, et des voisins qui surveillent la vie des autres à travers leurs rideaux. Le genre d'endroit où les gens n'ont pas de paix, ils ont une vitrine. Je suis entrée dans le salon à l'aide du fauteuil roulant. Hélène se tenait là, vêtue d'un gilet en maille légère, les cheveux parfaitement coiffés, et arborant ce visage de quelqu'un qui a déjà décidé de me détester avant même que j'ouvre la bouche. Sophie, a-t-elle dit d'un ton poli et forcé. Tu devrais être à l'hôpital. J'ai l'autorisation de sortir pour quelques heures, ai-je répondu calmement. Étienne n'était pas là. Je m'en étais assurée. Je n'étais pas venue pour me battre avec lui. J'étais venue mettre sa mère face à face avec le fils qu'elle avait élevé. Hélène s'est assise dans son fauteuil et a croisé les jambes. Le salon sentait la lavande et le contrôle. Il m'a dit que vous aviez tout réglé, a-t-elle commencé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il vous a dit sa version des faits, ai-je dit. Maintenant, je vais vous donner la version des documents. Le mot document a fait durcir son visage. Elle détestait quand la réalité devenait un écrit. J'ai sorti un dossier mince de mon sac. Rien de dramatique, juste un dossier, et je l'ai posé sur la table basse. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, ai-je dit. J'ai juste besoin que vous sachiez 3 choses. Hélène a levé le menton. 3 choses. Premièrement, ai-je dit, il m'a remis la demande de divorce aux soins intensifs. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué avant qu'elle ne puisse m'interrompre, aux soins intensifs. À un moment où je ne pouvais même pas sortir de mon lit, il m'a regardé et a dit, je veux une femme parfaite, pas un fardeau en fauteuil roulant. Le silence dans la pièce s'est alourdi. Hélène a cligné des yeux lentement. Il ne dirait pas ça, a-t-elle tenté automatiquement, comme si le déni était une habitude. Isabelle est intervenue d'une voix ferme mais non agressive. Hélène, l'hôpital enregistre toutes les visites et il y a des témoins. De plus, la demande a été signée à ce moment précis. Comprenez-vous le poids moral de cela? Moral, a répété Hélène, irritée. C'est une affaire privée entre un couple. J'ai souri très légèrement. Ça l'était, ai-je dit, jusqu'à ce qu'il en fasse une humiliation publique. Hélène a serré la poignée de son sac. J'ai continué,
Deuxièmement, il a modifié ma mutuelle santé. Ses yeux se sont rétrécis. C'est un mensonge. J'ai ouvert l'email imprimé et je l'ai fait glisser vers elle. Modification effectuée par l'adhérent principal. 2 semaines avant l'accident. Changement de contact, changement d'autorisation, changement de couverture. Hélène l'a lu rapidement. Sa main a légèrement tremblé, bien qu'elle ait essayé de le cacher. Et là, j'ai vu quelque chose de nouveau. Le doute. Sa mère avait passé des années à défendre son fils comme s'il s'agissait d'une religion. Maintenant, pour la première fois, elle avait un document qui contredisait sa foi. J'ai pris une inspiration. Troisièmement, ai-je dit, il a essayé de transférer de l'argent de mon entreprise pendant que j'étais à l'hôpital. Hélène a levé les yeux. Étienne ne ferait pas ça. Je l'ai regardé fixement. Je voulais croire à cette phrase, moi aussi, ai-je dit. Vraiment. Mais il l'a fait. Isabelle a posé l'autre feuille sur la table. Virement programmé, un compte inconnu, plusieurs petites sommes. Hélène s'est figée. Elle n'avait pas de jolis arguments face à des chiffres. Les chiffres n'ont pas peur de la réputation. Je l'ai vu déglutir péniblement. Il a dû faire ça pour se protéger, a-t-elle dit, essayant de justifier son acte. Se protéger de quoi, ai-je demandé, laissant la question en suspens, car la réponse était évidente, se protéger d'être pauvre sans moi. Hélène s'est levée nerveusement et s'est approchée de la fenêtre. Elle a fixé le jardin comme si le jardin pouvait absoudre son fils. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» a-t-elle demandé sans me regarder. J'ai dit d'une voix calme mais claire, « Je veux que vous arrêtiez de considérer cela comme normal. » Elle a tourné le visage et, pour la première fois, j'ai vu une vieille douleur en elle, une fierté qui se lézardait. « J'ai élevé mon fils seul », a-t-elle dit sur un ton qui mêlait colère et confession. Son père a disparu. J'ai travaillé. J'ai tout fait. Je l'ai élevé pour qu'il soit quelqu'un. Je n'ai pas été cruelle. Je n'ai pas insisté. J'ai juste répondu avec la vérité, je sais. J'ai fait une pause. Et c'est pour cela que je suis venue ici. Parce que je ne crois pas que vous ayez élevé un homme pour qu'il abandonne une femme aux soins intensifs et essaie ensuite de lui prendre son argent. Hélène a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, ils étaient humides, mais trop fiers pour laisser couler une larme. Il est amoureux, a-t-elle dit, comme si c'était une excuse. J'ai penché la tête. Alors, il tombe amoureux et il devient un criminel ? Isabelle s'est raclé la gorge légèrement. Hélène, nous ne sommes pas venus ici pour vous menacer. Nous sommes venus vous donner une chance de régler cela avec dignité avant que cela n'aille au tribunal, dans la presse, avant que cela ne devienne un problème pour l'entreprise, pour votre réputation. Le mot réputation a fait déglutir à nouveau Hélène, car c'était ce qu'elle craignait, non pas l'injustice, mais le jugement des autres. J'ai réalisé que c'était la clé. Alors j'ai dit la phrase qu'elle avait besoin d'entendre, « Je ne veux pas que quiconque l'apprenne », ai-je dit. Je veux juste qu'il assume ce qu'il a fait et qu'il arrête. Hélène s'est retournée vers moi. Et si je lui parlais, a-t-elle demandé. Parlez-lui, ai-je dit. Mais parlez-lui aujourd'hui. Le lendemain soir, Hélène a organisé un dîner de famille. Un dîner de famille est toujours un test de caractère. Une grande table, un poulet rôti, de la purée, des haricots verts, des gens qui commentent la vie des autres avec un sourire. Et j'y suis allée. Je suis arrivée en fauteuil roulant, mais le dos bien droit. Carole est restée à proximité, comme quelqu'un qui soutient le monde sans se faire remarquer. Étienne était là. Quand il m'a vue, il s'est figé une demi-seconde, puis a feint la nonchalance. « Sophie » a-t-il dit comme si j'étais une invitée indésirable. Hélène a tapé sur la table avec sa main. « Aujourd'hui, nous allons parler comme des adultes. » Étienne a ri, essayant de rejeter la gravité de la situation. « Oh, maman, pourquoi tout ça ? Elle a déjà signé. » Je l'ai regardé, calme, lucide. « J'ai signé, ai-je confirmé. »« Et tu as pensé que c'était la fin ? » Il a levé les yeux au ciel, irrité. « Sophie, ne viens pas ici pour faire une scène.
Je n'ai même pas haussé la voix. C'est toi qui as fait une scène. Aux soins intensifs, ai-je dit. La table s'est tue. Un oncle a toussé, mal à l'aise. Une cousine a regardé son téléphone. La nourriture a perdu sa saveur. Étienne a esquissé un sourire de travers. J'ai juste dit la vérité, a-t-il dit. Je ne voulais pas d'une vie entravée. J'en ai le droit. Et là, devant tout le monde, il a commis la chose la plus stupide de toutes. Il a confessé avec fierté. Hélène est devenue blême. Tu as dit ça à ta femme, a-t-elle demandé d'une voix basse, dangereusement calme. Étienne a haussé les épaules. Et alors ? Je suis un homme. J'ai des besoins. J'ai eu envie de rire, non pas de la phrase, mais de la certitude qu'il creusait sa propre tombe avec une cuillère d'arrogance. Isabelle a ouvert le dossier et a posé une feuille de papier à côté de son assiette. Et vous avez aussi des responsabilités, a-t-elle dit froidement. Ces virements ont été effectués depuis son entreprise et c'est vous qui avez modifié la mutuelle de santé. Étienne y a jeté un coup d'œil et a tenté de réagir comme il le faisait toujours, en attaquant. C'est du harcèlement. Elle est devenue folle. Je l'ai juste regardée. J'étais folle quand je te soutenais et que je pensais que c'était de l'amour, ai-je dit. Maintenant, je suis juste éveillée. Il a serré sa fourchette avec force. Tu vas gâcher ma vie, a-t-il grogné. J'ai esquissé un petit sourire droit. Tu l'as déjà gâché tout seul, ai-je répondu. Hélène s'est levée brusquement de sa chaise, manquant de renverser son verre. Assez. Sa voix a résonné avec un poids que personne autour de la table n'a ignoré. Tu as jeté la honte sur cette famille. Étienne est resté sans voix une seconde. Maman, a-t-il commencé. Ne m'appelle pas ainsi, l'a-t-elle coupé en le pointant du doigt. Tu ne toucheras plus un seul centime de son argent. Tu signeras ce qui est juste, et tu rembourseras ce que tu dois. Il a regardé autour de lui, cherchant des alliés. Il n'en a trouvé aucun. Parce que pour la génération plus âgée, il y a quelque chose de pire que d'être pauvre, n'avoir aucun honneur. Et à ce moment-là, il n'en avait aucun. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'ai juste vu sur son visage qu'il comprenait enfin ce que je lui avais pris, la seule chose qu'il pensait ne jamais perdre, l'approbation de sa propre mère. J'ai reculé mon fauteuil lentement et j'ai dit avant de partir, tu voulais une femme parfaite. J'ai fait une pause. Apprends alors ce qu'une vraie femme fait quand on la jette. Je suis partie et le bruit de la maison s'est estompé derrière moi, mais la honte est restée avec lui. Après ce repas, je n'ai pas ressenti de plaisir. J'ai ressenti le silence, un silence différent de celui des soins intensifs. Aux soins intensifs, le silence était de l'humiliation. C'était moi avalant ma vie comme un remède amer. Ce jour-là, le silence était du contrôle. C'était le monde comprenant enfin que je n'étais plus un objet dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis retournée à l'hôpital, et pour la première fois depuis l'accident, j'ai dormi sans rêver de sa voix. 2 jours plus tard, la kinésithérapeute est entrée avec cet air pratique de quelqu'un qui ne s'émeut pas des drames. Aujourd'hui, nous allons dans le couloir. J'ai regardé mes mains, encore meurtries, encore fragiles, mais ma voix était entière. Allons-y. Elle m'a mis le harnais, a ajusté la béquille, m'a montré comment transférer mon poids. Je me suis levée lentement. La douleur est apparue, comme toujours, mais maintenant elle avait sa place. Ce n'était plus la douleur de l'abandon. C'était la douleur de la reconstruction. J'ai fait un pas, puis un autre. Petit, maladroit, réel. Et au bout du couloir, j'ai vu Carole assise sur une chaise comme si elle était une ancre. Elle a souri en me voyant. La voilà, a-t-elle dit doucement, comme pour ne pas effrayer la victoire. Ma grande. Je n'ai pas pu me retenir. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Une seule larme a coulé. Carole s'est levée et est venue vers moi. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit. Et j'ai compris que la famille n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est ce qui reste. La semaine suivante, j'ai quitté l'hôpital.
Le soleil a frappé mon visage comme si j'avais été enfermée pendant des années. Je suis montée dans la voiture avec précaution. Mes jambes étaient toujours dans une attelle, mais mon âme était déjà debout. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai verrouillé la porte et je me suis sentie en sécurité. Isabelle est arrivée en fin d'après-midi avec un dossier mince et l'expression de quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles sans avoir besoin de sourire. Il a accepté de signer. J'ai levé les yeux lentement. Il a accepté parce qu'il le voulait, ai-je demandé. Isabelle a laissé échapper un court souffle par le nez. Il a accepté parce qu'il a compris que s'il ne signait pas, la suite serait très laide pour lui. Laide, le mot parfait. Parce que les hommes comme Étienne n'ont pas peur de leur conscience, ils ont peur de leur image. Et quelles sont les conditions, ai-je demandé. Isabelle a ouvert le document et a désigné les lignes. L'entreprise reste à 100% la tienne. Il est officiellement démis de toute fonction, de tout accès, de tout pouvoir de signature. Il lui est interdit de se présenter comme un représentant et il restitue tout ce qu'il a essayé de transférer. J'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine, mais je n'ai pas célébré. J'ai juste ressenti du soulagement. Et les frais d'hôpital, ai-je demandé. Isabelle a haussé un sourcil. Il paie sa part, non pas par générosité, mais par obligation, et parce qu'il sait que l'histoire des soins intensifs, si elle va au tribunal, ne jouera pas en sa faveur. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai réentendu sa voix. Paye tes propres factures d'hôpital. Et j'ai vu l'ironie. Au bout du compte, il paierait, mais non pas parce qu'il avait décidé d'être un homme, mais parce que le monde, avec ses tampons et ses dates, ne laisse pas les lâches jouer indéfiniment. Il y a plus, a dit Isabelle. J'ai ouvert les yeux. La banque a tout enregistré. Les tentatives de transfert, les comptes, le schéma. Cela crée une piste. Il ne pourra pas refaire le même coup à une autre femme si facilement. J'ai compris ce que cela signifiait. Je ne me sauvais pas seulement moi-même. J'empêchais qu'il ne fasse subir la même arnaque à la prochaine femme. Et cela, pour moi, valait plus que n'importe quelle humiliation publique. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé avec de la glace sur ma jambe et une tasse de thé que j'arrivais à peine à tenir. La maison était silencieuse, mais pas vide. J'avais cessé d'être une épouse et j'étais redevenue moi-même. Le téléphone a vibré. C'était un numéro familier. Hélène. J'ai pris un moment avant de répondre. Non pas par peur, mais par prudence, car certaines blessures, si on les touche trop tôt, se rouvrent. J'ai répondu. Sophie, a-t-elle dit sans son arrogance habituelle. Sa voix était basse. Est-ce que je peux parler? Vous le pouvez. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil, et j'ai réalisé que, pour la première fois, elle choisissait ses mots. Elle ne jouait pas un rôle. J'ai eu honte, a-t-elle confessé. De ce qu'il a fait, de la façon dont il a parlé de toi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. J'ai passé ma vie à défendre mon fils, a-t-elle dit, et je pensais que c'était cela, l'amour d'une mère. Mais j'ai confondu l'amour avec l'aveuglement. J'ai respiré lentement. Hélène, ai-je dit calmement, je ne suis pas venue pour détruire votre fils. Je suis venue pour le faire arrêter. Je sais, a-t-elle répondu. Et je te remercie de l'avoir fait sans crier, parce que si tu avais crié, je t'aurais détesté et j'aurais continué à le défendre. J'ai fermé les yeux. C'était douloureusement humain. La vérité est que certaines personnes ne peuvent voir la vérité que lorsqu'elle est présentée avec courtoisie, car la courtoisie ne laisse aucune échappatoire à la honte. Je ne sais pas très bien comment m'excuser, a poursuivi Hélène. Mais pardonne-moi. J'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était pas de l'affection. C'était le sentiment de fermer un cercle. J'accepte, ai-je dit, mais ne revenez pas. Je ne demande pas à revenir, a-t-elle répondu. Et j'ai entendu un petit sanglot étouffé. Je voulais juste que tu saches que je vois. Je vois ce qu'il est devenu. Et je vois qui tu es. J'ai raccroché, la main tremblant un peu. Carole,
qui était dans la cuisine à faire la vaisselle comme si la maison était la sienne, m'a regardé. C'était elle? Oui. Et puis j'ai souri. Elle s'est excusée. Carole a hoché la tête comme quelqu'un qui comprend que pour une femme d'un certain âge, c'est presque comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, tu avances. Et c'est ce que j'ai fait. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu le genre de routine que personne ne publie sur Instagram. Kinésithérapie, douleur, douche difficile, escaliers qui semblaient être des montagnes, médicaments, réunions de travail en visioconférence, et au milieu de tout cela, de petites victoires. Le jour où je me suis tenue debout toute seule pendant 5 secondes. Le jour où j'ai traversé le salon sans béquille. Le jour où j'ai reconduit lentement, effrayé mais libre. Et à chaque pas, je réalisais quelque chose. Je ne récupérais pas seulement ma jambe. Je récupérais le respect que j'avais pour moi-même. Étienne a essayé d'appeler à quelques reprises. Je n'ai jamais répondu. Il m'a envoyé un SMS, Sophie, j'ai fait une erreur. J'étais désespérée. Désespérée. J'ai ri en le lisant. Désespéré, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent pour ses médicaments. Désespéré, c'est quelqu'un qui tient la main d'un être cher aux soins intensifs, craignant de le perdre. Il n'était pas désespéré. Il était contrarié d'avoir perdu son avantage, et je n'étais plus disponible pour consoler un homme sans caractère. Le jour où le divorce a été officiellement prononcé, je me suis rendue à l'étude notariale avec Isabelle. Je portais une canne légère, plus pour la sécurité que par nécessité. J'ai fait l'effort d'entrer à pied. Le notaire a demandé ma pièce d'identité, a regardé ma signature, a tamponné le document, et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. C'était simple, mais c'était définitif. En sortant, Isabelle a dit, « Tu as gagné sans te salir les mains. » J'ai levé les yeux vers le ciel dégagé. « Je n'ai pas gagné, ai-je répondu. Je suis revenue. » Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai ouvert la fenêtre du salon. Je me suis assise sur le canapé, j'ai mis une musique douce et j'ai bu lentement un café chaud. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec son nom. J'ai regardé l'écran illuminé. « Est-ce que je peux te voir juste une dernière fois ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement balayé la notification comme on efface une ombre. Et j'ai pensé, avec un calme qui ressemblait à la fois à de la glace et à de la paix, tu voulais une femme parfaite. Tu n'as simplement pas compris que la femme parfaite n'est pas celle qui supporte tout. C'est celle qui sait quand partir et fermer la porte. Seule, j'ai posé la tasse sur la table et j'ai laissé la maison respirer avec moi. Je n'étais pas amère. J'étais libre. Et quand la liberté arrive, elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe, tout simplement.